Parenthèse culture. Luc Ferry. Alors d'abord, corriger une idée reçue qui est tout à fait fausse. Schopenhauer n'est pas du tout un pessimiste. Il écrit un art du bonheur, Die Kunst glücklich zu sein, un art d'être heureux. Il va passer 10 ans de sa vie, les dernières années de sa vie, à travailler à ce qu'il appelait une eudémonique. Donc eudémonia, c'est en grec le bonheur. Et donc, c'est quelqu'un qui est pessimiste dans un premier temps, mais pour préparer justement l'art du bonheur, pour préparer une eudémonique. Et donc, contrairement à ce que disent souvent ses disciples, je pense par exemple à quelqu'un comme Frédéric Schifter, ou même le petit livre de Frédéric Lenoir qui parle de philosophie du bonheur, qui classe Schopenhauer dans les théoricien du pessimisme, ne vous laissez pas abuser par ces classifications hâtives. Son pessimisme n'est encore une fois que provisoire. Il s'agit de préparer un art du bonheur. Il est passionné par le bouddhisme et il pourrait très bien écrire, comme le Dalai Lama d'ailleurs l'a fait récemment, un livre qui s'intitulerait L'art du bonheur, c'est-à-dire ce qu'il a écrit, Die Kunst glücklich zu sein, l'art d'être heureux. Et donc un peu comme le doute chez Descartes n'est que provisoire, il sert simplement à préparer la découverte d'une pierre angulaire sur laquelle on va refonder toute la philosophie. Il prépare la découverte d'une certitude absolue qui est le cogito ergo sum. Et bien de la même manière, chez Schopenhauer, le pessimisme n'est que un premier temps de sa philosophie, mais pas du tout le second. Donc encore une fois, c'est un grand théoricien du bonheur, d'abord et avant tout, et pas du tout un pessimiste radical, et beaucoup moins pessimiste que Nietzsche par exemple. Ça c'est la première remarque. Et encore une fois, les 10 dernières années de sa vie sont uniquement consacrées à travailler sur cette question du bonheur. La deuxième remarque, c'est que Schopenhauer n'est pas le dernier philosophe classique, comme on l'a souvent dit. Là aussi, c'est une erreur. Schopenhauer est le premier philosophe contemporain. Il inaugure ce que Ricoeur appellera les philosophies du soupçon, ce que Nietzsche appellera la généalogie. Pendant les premières années de sa formation philosophique, Nietzsche est un disciple tout à fait parfait de Schopenhauer, notamment dans son premier livre, La naissance de la tragédie. Et donc Schopenhauer va être l'inventeur de ce qu'on va appeler encore une fois les philosophies du soupçon et ce que Nietzsche appellera la généalogie. Il est le premier théoricien de l'inconscient au sens moderne du terme. D'ailleurs, Freud empruntera énormément d'idées à Schopenhauer et il ouvre donc la grande période contemporaine, la période de la déconstruction, la période de la critique des illusions, la période de la généalogie. Qu'est-ce que c'est que la généalogie? Je voudrais vous en dire quelques mots. Alors je commence par Nietzsche parce que de ce point de vue-là, Nietzsche est vraiment dans le sillage de Schopenhauer. Il y a un petit texte de Nietzsche qui vous permet de comprendre exactement ce que c'est que la généalogie au plus profond. Il faut que je m'y arrête un peu parce que c'est évidemment un point très important. Vous retrouverez d'une certaine manière toutes ces idées dans la philosophie contemporaine, chez Marx, chez Freud, et pas simplement chez Nietzsche, chez Schopenhauer, même si de manière évidemment différente. La généalogie, c'est l'idée que la conscience claire, c'est quelque chose qui ressemble au sommet de l'iceberg, mais la vérité est en dessous. La vérité, c'est la face cachée de l'iceberg, la vérité, c'est l'inconscient, et que l'inconscient est déterminant par rapport à la conscience. Que la conscience n'est qu'une mince pellicule, superficielle à proprement parler, et que le généalogiste, c'est celui qui découvre ce que Nietzsche appellera les arrière-mondes, ce que Freud appellera l'inconscient, ce que Marx appellera l'économie. Mais on a affaire à une structure généalogique commune. Il s'agit de rendre compte du visible à partir de l'invisible. Il s'agit de rendre compte du conscient à partir de l'inconscient. Il s'agit de rendre compte de ce qui est manifeste et évident à partir de ce qui est caché. Nietzsche développe cette idée à maintes reprises, il la développe à peu près partout dans son œuvre, mais il y a un petit texte qui est particulièrement significatif sur ce qu'est la généalogie. Et vous verrez dans un instant qu'il y a deux types de généalogie. Il faut bien comprendre ça pour comprendre l'essentiel de la philosophie contemporaine et de son point de départ. Paragraphe 289 du Gai Savoir, non pardon, de Par de là le bien et le mal. Le Gai Savoir, c'est un autre paragraphe qui redit la même chose, s'appelle Notre Nouvelle Infinie, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Donc paragraphe 289 de Par de là le bien et le mal,
Nietzsche explique que derrière toute opinion, derrière tout ce qui est visible, il y a toujours un invisible, il y a toujours un fond. Et puis derrière ce fond, il y a encore un fond. Et puis derrière ce fond, il y a encore un autre fond. Il y a toujours un arrière-fond. Et on ne s'arrête jamais d'une certaine manière. Il y a des arrière-mondes à l'infini. Il n'y a pas de fondation ultime. Il y a toujours un fond sous tous les fondements possibles et imaginables. Il y a toujours un inconscient caché derrière tous les inconscients possibles et imaginables. Et c'est une fuite à l'infini, de telle sorte qu'on ne saisit jamais un fondement premier, on ne saisit jamais une cause première. Je vous lis le texte. Le solitaire s'est traduit bêtement par l'ermite. L'ermite, il y a une connotation religieuse, c'est pas l'ermite, c'est le solitaire. D'ailleurs, Schoenberg reprendra cette idée que l'artiste ou le penseur d'avant-garde est forcément un solitaire. Pourquoi le penseur d'avant-garde est-il forcément un solitaire? Parce qu'il est en avance sur son temps, il est en avance sur la foule, il est en avance sur la masse, donc il est forcément tout seul. Donc le solitaire ne croit pas qu'un philosophe, à supposer que tout philosophe ait d'abord été un solitaire. Eh bien, le solitaire ne croit pas. Le solitaire, il parle de lui-même, évidemment. Hein. C'est le philosophe qui est en avant sur son temps. Hein. Le solitaire, donc, ne croit pas qu'un philosophe ait jamais exprimé des opinions véritables et ultimes dans ses livres. N'écrit-on pas des livres, au contraire, précisément pour cacher ce que l'on porte en soi? Il doutera même, ce solitaire, qu'un philosophe puisse avoir, de manière générale, des opinions ultimes et véritables. Il n'y a pas d'opinion ultime et véritable, parce que derrière toute opinion, il y a encore un arrière-monde, il y a encore un inconscient. Derrière toute expression d'une idée, il y a un inconscient qui est caché. Et le généalogiste, c'est celui qui fait apparaître cet inconscient caché, qui explique le sens de l'opinion claire, le sens de la conscience. Donc je continue le texte. Donc il doutera même qu'un philosophe puisse avoir de manière générale des opinions ultimes et véritables, qu'il y ait de toute nécessité en lui, derrière toute caverne, une autre caverne plus profonde, un monde plus vaste, plus étranger, plus riche par-delà une surface, un arrière-fond d'abîme derrière tout fond, derrière toute fondation, entre guillemets, parce qu'il ne croit pas à l'idée de fondation. Toute philosophie est une philosophie de surface, c'est là un jugement du solitaire. Il y a de l'arbitraire dans le fait qu'il se soit arrêté ici et regardé en arrière et alentour, qu'il n'ait pas creusé plus profondément ici, qu'il ait remisé sa bêche. Il y a aussi de la méfiance là-dedans. Toute philosophie cache une autre philosophie, toute opinion est aussi une cachette, toute parole est aussi un masque. Et derrière ce masque, il y a toujours un autre masque, et ainsi de suite à l'infini. Qu'est-ce que signifie cette idée de la généalogie, qu'on va expliquer le conscient par l'inconscient? Ça, c'est la définition minimaliste de la généalogie, ça va de soi. On va expliquer les opinions claires par ce que Dostoïevski appelait les souterrains. Nietzsche a lu Dostoïevski, il est très marqué par les textes de Dostoïevski, notamment par le texte qui s'intitule Les souterrains. Mais c'est pas simplement ça, la généalogie nietzschéenne, et là, il s'inspire tout à fait de Schopenhauer, je vous montrerai pourquoi et comment tout à l'heure. L'idée, c'est que c'est ce qu'exprime le paragraphe du Gai Savoir qui s'appelle Notre Nouvelle Infinie. L'idée, c'est que toute interprétation est elle-même réinterprétable. Par exemple, quand un psychanalyste, prenons cet exemple-là, qui est lui aussi un généalogiste au sens de Nietzsche, puisque le psychanalyste essaye d'interpréter le discours conscient, les symptômes visibles, à partir de quelque chose qui est caché, il essaye de dévoiler ce qui est derrière, eh bien, l'interprétation qu'un psychanalyste peut donner de tel ou tel symptôme, de tel ou tel discours conscient, cette interprétation, elle est elle-même un masque de l'inconscient du psychanalyste. Elle n'est pas pure, cette interprétation, elle n'est pas une fondation ultime, elle n'est pas une vérité ultime. Derrière l'interprétation que propose l'analyste, le psychanalyste, le généalogiste freudien, eh bien, il y a son inconscient à lui qui parle. Et donc l'interprétation du psychanalyste n'est pas une vérité absolue, c'est une interprétation elle-même interprétable par un autre psychanalyste qui lui-même pourra à nouveau être interprétable, et c'est ça que Nietzsche appelle notre nouvelle infinie. C'est-à-dire l'idée que toute interprétation peut être interprétable par une autre interprétation qui est elle-même interprétable, etc., etc., parce qu'il y a toujours un inconscient caché derrière, il y a toujours une cachette, ce qui fait qu'il n'y a jamais de vérité ultime. Lacan dira la même chose d'une formule, il n'y a pas de métalangage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de langage qui échappe à la détermination par un inconscient. Donc il n'y a pas de langage qui sortirait en quelque sorte de l'expression d'une face cachée, d'un inconscient, d'un invisible. Derrière tout visible, dira Merleau-Ponty, c'est la même idée, il y a de l'invisible, et ainsi de suite à l'infini.
C'est ce que Husserl appellera aussi Abschattung, les horizons. Derrière tout horizon, c'est comme quand on navigue, on voit l'horizon, mais l'horizon recule toujours. On n'arrive jamais à une espèce de mur, à un horizon ultime, si je puis dire. Il y a toujours un horizon derrière l'horizon. C'est toujours la même idée. Et vous aurez deux types de généalogie. Vous aurez chez Schopenhauer et Nietzsche, et à certains égards chez Freud, en tout cas on peut l'interpréter comme ça, vous aurez une généalogie infinie, c'est-à-dire une interprétation d'interprétation à l'infini. C'est ce qui faisait dire à Nietzsche, c'est peut-être la phrase la plus importante de toute la philosophie de Nietzsche. Il n'y a pas de faits, il n'y a que des interprétations. Et puis, donc, c'est l'idée que le généalogiste n'est pas un scientifique qui détiendrait une vérité ultime à partir de laquelle il pourrait dire « Attendez, moi, mon interprétation à moi, c'est la vérité, elle n'est pas interprétable. C'est la vérité, personne ne peut l'interpréter, il n'y a rien derrière. » Donc, on ne peut pas faire ça. L'interprétation est toujours interprétable, c'est le nouvel infini, il n'y a pas de métalangage, c'est la même idée. Et puis vous avez au contraire des généalogistes comme Marx, qui lui aussi essaye d'interpréter ce que Marx appelle l'idéologie, c'est-à-dire les discours faux, les discours à la fois faux, à la fois partial et partiel, partiaux et partiels. Eh bien, Marx, lui, prétend qu'il détient une science des idéologies, une science de l'histoire, qui lui permet, comment dire, de donner une interprétation vraie qui n'est pas elle-même à nouveau interprétable. Et donc on a des généalogies scientifiques qui s'arrêtent, si vous voulez, au niveau de la vérité, qui prétendent parvenir à une fondation ultime, à une vérité ultime, qui n'est plus elle-même interprétable comme l'est l'idéologie, comme l'est le symptôme névrotique ou comme l'est l'illusion. Et donc la généalogie marxienne est une généalogie qui s'arrête grâce au discours scientifique, en tout cas c'est la prétention de Marx, alors que chez Nietzsche et chez Schopenhauer, on va ouvrir encore une fois cette infinité des interprétations qui fait qu'on va assister à une critique radicale de la vérité. Avec pour conséquence une idée qui fondera dans un premier temps un certain pessimisme chez Schopenhauer. Il y a évidemment quand même une vérité dans le fait qu'il y a un moment pessimiste chez lui, ça va de soi. Mais c'est l'idée que comme il n'y a pas de vérité ultime, comme il n'y a pas de fondation ultime, le monde est absurde, l'existence est absurde. Je vais vous montrer pourquoi, parce que l'argumentation de Schopenhauer est extrêmement puissante. Elle est paradoxalement très rationaliste. C'est de manière entièrement rationaliste que Schopenhauer va essayer de montrer, à mon avis, il va y arriver, que l'existence humaine est absurde et que le monde est absurde. Et vous allez voir que cette argumentation est très forte. Elle est très simple, mais elle est extrêmement puissante, et je crois qu'elle est assez vraie pour le coup, paradoxalement. En 1819, il publie son grand livre, qui est vraiment son chef-d'œuvre, c'est son livre, les autres ne sont que des appendices ou des épigones par rapport à ce livre-là, 1819, donc le livre s'appelle « Du monde comme volonté et représentation », du monde comme volonté et comme représentation. L'idée qui parcourt ce livre, qui est un livre énorme, mais qui répète sans arrêt la même chose, c'est extraordinairement répétitif, Schopenhauer. Il écrit très clairement, on ne peut pas se tromper. Ça, quand on le lit, au moins, on est sûr, il suffit de prendre le temps, on est sûr d'arriver à comprendre. Parce que si on n'a pas compris, on a 15 chances supplémentaires d'arriver à comprendre, parce qu'il répète toujours la même chose. Mais bon, c'est un grand pédagogue, mais... l'idée est la suivante, c'est qu'il y a le monde, le réel, c'est une ontologie, la définition du réel. Le réel possède deux grandes sphères. D'un côté, la représentation. La représentation, c'est quoi? C'est la surface, c'est le sommet de l'iceberg. C'est donc ce qui est superficiel à proprement parler, et donc illusoire, évidemment. Et puis, comme dans un vrai iceberg, eh bien, il y a la partie cachée. Et ça, c'est ce qu'il appelle le vouloir. Alors, volonté, vaut mieux traduire par vouloir, parce que volonté, on a l'idée d'une volonté consciente, intentionnelle. Je veux ceci, je veux cela. Non, il s'agit d'une force qui éventuellement est aveugle. Schopenhauer ne fait pas de différence entre vouloir et volonté, entre une force aveugle et une force intentionnelle et consciente. Donc il y a deux étages dans le monde, il y a deux étages dans le réel. Il y a l'étage superficiel, la fine couche consciente, qui est l'étage de la représentation, le monde de l'illusion, le monde de la clarté illusoire. Et puis en dessous, il y a cet immense réservoir qui est le réservoir du vouloir, qui est le réservoir de l'inconscient d'une certaine manière. Et cet immense réservoir est beaucoup plus important dans nos existences que la fine couche superficielle de clarté et de conscience claire.
Le généalogiste est celui qui va mettre en rapport les deux et qui va expliquer, pour dire les choses très simplement, un peu brutalement, qui va expliquer la sphère de la représentation par la sphère du vouloir, évidemment. La sphère de la conscience, comme dans l'analyse, comme dans la psychanalyse, ou comme chez Marx, la sphère de la conscience par l'immense réservoir inconscient du vouloir qui détermine de part en part les illusions du monde de la représentation. Dans les premiers textes de Nietzsche, je vous l'indique simplement parce que c'est une bonne clé pour lire notamment son texte tout à fait passionnant, La naissance de la tragédie, qui est son premier livre, ce que Nietzsche appellera l'apollinien et le dionysiaque, en prenant donc le nom des deux dieux les plus opposés de l'Olympe, Apollon d'un côté et Dionysos de l'autre. Apollon, c'est le dieu du cosmos, de l'harmonie, de la musique, c'est le dieu de la musique. Dionysos, c'est le dieu de la folie. C'est le dieu du vin, c'est Bacchus, avant la lettre, c'est le dieu de la folie, de la fête et du vin. Et les Dionysies, comme vous le savez, ont vraiment existé, les bacchanales ont vraiment existé, ces fêtes dionysiaques dans lesquelles non seulement on pratiquait toutes les orgies possibles et imaginables, on buvait jusqu'à en mourir, mais on déchiquetait des petits-enfants vivants, des animaux vivants, on pratiquait toutes les tortures possibles et imaginables, toutes les perversions étaient représentées dans les fêtes dionysiaques, et donc dans son premier livre, Nietzsche oppose d'un côté l'apollinien, qui est le cosmique, qui est le clair, qui est le conscient, qui est l'harmonieux, c'est le monde de la représentation de Schopenhauer, évidemment, au dionysiaque, qui est le monde du vouloir, bien sûr, qui est le monde de la multiplicité, du chaos, de l'inconscient, de la fête, de la folie. Et donc là, vous avez un schéma extrêmement puissant. Mais vous allez voir que chez Schopenhauer, c'est 1000 fois plus intelligent que ce que je vous dis pour l'instant. Vous allez voir que c'est très profond, c'est remarquablement bien fichu. Pourquoi on a beaucoup dit qu'il était pessimiste? Bien parce qu'il montre que le monde est absurde, je vais vous en parler dans un instant, je vais vous donner l'argumentation, encore une fois très forte, mais aussi parce qu'il était très misanthrope. Il est né en 1788, il est mort donc au moment où Kant s'apprête à publier la dernière critique. C'est à bien des égards un disciple de Kant, il s'est dire toujours lui-même présenté comme un disciple de Kant. Il est mort en 1860 et il lègue toute sa fortune, il lègue toute sa fortune à son chien, à son caniche Atma, parce qu'il considère que les humains, ça vaut pas la peine de leur laisser quoi que ce soit, et qu'il préfère de très loin les animaux. D'ailleurs, il va être un très grand défenseur de la cause animale, il va écrire sur les animaux, sur la pitié, sur la compassion envers la souffrance animale, donc il appartiendra à cette tradition, non pas philanthropique, mais ami des animaux, et voilà pourquoi il laissera encore une fois sa fortune à son chien, donc ça fait partie de la mythologie du pessimisme schopenhauerien, il préférait les animaux aux humains. Je ferme la parenthèse et j'en reviens maintenant à cette dichotomie, à cette division cruciale entre la représentation et le vouloir, entre la surface de l'iceberg et le fond, la face cachée qui est évidemment beaucoup plus importante. Le monde de la représentation, il a 4 caractéristiques que je vous indique très rapidement. La première caractéristique, je n'y reviens pas, c'est le monde de la conscience. C'est le monde de la conscience claire. Donc, pour Schopenhauer, comme pour Freud, comme pour Nietzsche, comme pour Marx, c'est donc le monde de l'illusion. Ce qui est vrai, c'est l'inconscient, si je puis dire. Ce qui est déterminant, c'est l'inconscient. Le monde de la conscience, c'est le monde par excellence des illusions. On s'imagine qu'on est libre, qu'on est autonome, qu'on n'est pas déterminé par quoi que ce soit. La vérité, évidemment, est tout autre. Du point de vue du généalogiste, on est déterminé par la face cachée de ses propos. Toute philosophie est une cachette, toute opinion est un masque. Le deuxième point, qui est beaucoup plus profond, Schopenhauer va consacrer un livre à ce qu'on appelle le principe d'individuation, le principium individuationis. L'idée est la suivante, c'est que dans la sphère de la représentation, dans la sphère de la conscience, dans le monde normal, si je puis dire, tel que nous le vivons par exemple ici et maintenant dans cette salle, tout est identifiable, tout correspond au principe d'identité. Les choses sont ce qu'elles sont. Elles sont délimitées. Ça s'oppose à une idée qui vient des Grecs, ce que les Grecs appelaient l'apeiron. L'apeiron, c'est ce qui n'a pas de limite, c'est ce qui est indéterminé au sens il n'y a pas de limitation. C'est le chaos, c'est Dionysos. Hein, c'est ce qui est sans limite. La fête dionysiaque, elle est sans limite. Mais c'est aussi le monde des objets qui n'ont pas de contours, qui sont confus, si je puis dire. C'est le contraire exact des idées claires et distinctes de Descartes. Les idées claires et distinctes, elles correspondent au principe d'identité, au principe d'individuation.
Dans le monde de l'apeiron, qui est, vous le devinez déjà, une des caractéristiques du monde du vouloir, il n'y a pas d'identité. Tout est confus, tout se mélange. On ne peut pas identifier des êtres ou des objets bien clairement. Les contours s'estompent, tout se mélange. Donc le monde de la représentation, c'est le monde de l'identité par opposition à l'apeiron, à l'indéterminé, au confus. C'est le monde des idées claires et distinctes par rapport aux idées obscures et confuses. Troisième caractéristique, vous verrez pourquoi c'est très important. Juste gardez-les en tête, vous comprendrez l'argumentation tout à l'heure. Le monde de la représentation, c'est le monde dans lequel la science, par excellence, s'exerce. C'est son champ d'application. Et la science, elle est caractérisée par un principe que Leibniz a formulé pour la première fois, qui est le principe de raison suffisante. Chaque chose a sa raison d'être, chaque événement a sa cause. C'est le principe de causalité ou le principe de raison suffisante. Tout a une cause, rien n'est mystérieux, tout est explicable. Alors on n'a pas forcément tout expliqué, en fait, mais tout est explicable en droit. Et par conséquent, dans le monde de la représentation, chaque événement qui apparaît, qu'il s'agisse d'un événement physique ou d'un événement historique, il a sa cause, on doit pouvoir l'expliquer. Et la science, justement, va travailler à trouver les causes de tous les événements. Elle va trouver les causes des tempêtes, les causes des éclipses de lune, comme les causes des guerres ou des événements historiques. Chaque fois, il s'agit de trouver des causes, et on les trouve en effet, ces causes. On trouve toujours les causes. La science marche, elle fonctionne. Elle trouve bien des explications qui tiennent debout. On verra tout à l'heure qu'elles tiennent debout partiellement seulement, et que le monde est absurde. Je vous dirai pourquoi dans un instant. Mais dans un premier temps, au niveau de la sphère de la représentation, vous voyez bien, la physique, la biologie, la chimie, tout ça fonctionne, tout ça marche, tout ça donne des explications, l'histoire aussi, tout ça donne des explications qui sont claires et distinctes, et qui répondent au principe de causalité, de telle sorte que dans le monde de la représentation, tout est rationnel, au sens où tout obéit au principe de raison suffisante. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de sans cause, il n'y a pas de phénomène sans explication. Alors quelquefois, encore une fois, on n'a pas l'explication, mais par principe, on postule qu'on va la trouver. Et puis le dernier point, le quatrième point, c'est que non seulement tout est explicable dans le monde de la représentation, c'est le monde de la science, mais tout est sensé, tout a une signification. Par exemple, je me lève de mon bureau pour aller acheter des cigarettes au tabac du coin, j'enfile mon manteau, je prends mes clés, je prends mon portefeuille, tout ça a du sens. Si on me demande pourquoi tu fais ça, je peux répondre. Je peux dire je mets mon manteau parce qu'il fait froid, je prends mon portefeuille parce qu'il faut bien que je paye les cigarettes, je ne vais pas les voler, et je prends mes clés parce que sinon je ne pourrais pas rentrer chez moi. Tout a du sens, toutes mes actions paraissent intelligibles, sensées. Tout est explicable et tout est sensé. Donc conscience, identité, causalité, sens. Voilà les 4 caractéristiques du monde de la représentation. Tout va bien. On est dans l'apollinien, on est dans l'harmonie, dans la rationalité claire. C'est du Descartes. Le monde du vouloir, alors c'est lumineux, c'est rassurant aussi. Hein. Le monde du vouloir, c'est évidemment l'inverse. D'abord, on tombe dans un monde qui n'est pas celui de l'identité, du principe d'individuation, mais on tombe dans un monde de forces chaotiques qui sont une multiplicité incernable, un peu comme les vagues de l'océan. Elles n'ont pas de contour, ça change sans arrêt, personne ne peut donner une identité là-dedans, trouver une identité là-dedans. Nietzsche reprendra ça, ce que Nietzsche appelle la volonté de puissance, ou ce qu'il appelle la vie, c'est la même chose. Vie ou volonté de puissance chez Nietzsche, c'est la même chose. Eh bien, ce qu'il appelle la vie, comme Schopenhauer, c'est l'idée d'un tissu de forces multiples qu'on ne peut pas réduire à l'unité, qu'on ne peut pas réduire à quelque chose d'identifiable. Bien sûr, c'est la même force partout. Schopenhauer ne cesse d'y insister, c'est la même force qui fait pousser les plantes, c'est la même force qui fait que je me lève de mon bureau pour aller acheter des cigarettes. C'est la même force qui est derrière le principe de la gravitation de Newton, la pierre qui tombe. Tout ça, il n'y a qu'une seule force, mais elle prend des visages qui sont infiniment multiples, un peu comme l'océan, encore une fois. C'est le même océan, mais on ne peut pas définir une vague, parce que ça bouge sans arrêt et qu'on est dans une multiplicité qui défie complètement le principe d'identité. La deuxième caractéristique du monde du vouloir, évidemment, c'est que, pour l'essentiel, dans le monde du vouloir, les forces sont aveugles. On est dans l'univers de l'inconscient. Et là, on retrouve
par avance, Nietzsche, Marx, Freud, les philosophes du soupçon, tout ça vient de Schopenhauer, eh bien on est dans le monde de l'inconscient. Et ce que Schopenhauer ne cesse de marteler, littéralement, de répéter des centaines de fois dans son livre, c'est que par rapport au monde de l'inconscient, le monde de la conscience, dit-il, est une plaisanterie. Tout ce qui s'opère par le médium de la représentation n'est qu'une plaisanterie par rapport à ce qui émane du vouloir. C'est une plaisanterie, c'est comme une feuille de papier à cigarette par rapport à cet énorme réservoir de forces inconscientes qui se battent entre elles, cette multiplicité infinie qui est incernable encore une fois, et qui est 1000 fois plus puissante que ce malheureux petit monde des idées claires et distinctes. Troisième caractéristique, évidemment, le monde de la représentation est totalement de part en part déterminé, pas de liberté, pas de libre arbitre. Là, c'est la vraie différence avec Kant. Et là, Schopenhauer rejoint Spinoza. Pas de libre arbitre, notre petit monde de la représentation, notre petite conscience claire, sensée, elle est totalement et de part en part déterminée par le monde du vouloir. Pas de liberté au sens de possibilité de choix. On est là, encore une fois, du côté de Spinoza et pas du côté de Kant. Je vous lis un petit texte. La volonté est toujours l'élément premier, fondamental. Sa prédominance sur l'intellect est incontestable, et il est évident que ce dernier est absolument second, subordonné, conditionné. Second, subordonné, conditionné. Et donc le travail du généalogiste, eh bien justement, c'est de refaire le lien, c'est de montrer ce qu'il y a derrière ces cachettes, ces masques que sont nos opinions. Et ce qui est derrière, évidemment, c'est le vouloir. Alors, d'où vient, dans un premier temps, le pessimisme ? Encore une fois, dans un premier temps, c'est ça que parce que les disciples de Schopenhauer, vous en avez aujourd'hui en pagaille, vous avez Sioran, vous avez Houellebecq, vous avez toute une série d'auteurs qui se réclament de Schopenhauer, évidemment, mais il faut bien voir que, comme dans le bouddhisme, et d'ailleurs c'est un des grands découvreurs du bouddhisme, il déteste le christianisme, mais il est en admiration devant le bouddhisme, eh bien il s'agit de préparer encore une fois un art du bonheur. Alors qu'est-ce qui va dans un premier temps justifier un pessimisme? D'abord, et après je vous donnerai enfin la vraie argumentation, celle qui est puissante. Mais d'abord, il y a cette idée que le monde, on va voir pourquoi, est à la fois absurde, c'est-à-dire qu'il est à la fois dénué de cause et dénué de sens, les deux, dénué de cause et dénué de sens, contrairement à ce que prétend la science. Donc le monde est absurde, il est à la fois inexplicable et insensé, mais en même temps, c'est ça qui est fâcheux, il est douloureux, notamment parce qu'il y a la mort qui nous attend, la séparation. Et la séparation, la mort à l'intérieur de la vie, si vous préférez. Et donc c'est un monde qui est en plus douloureux, et on verra pourquoi tout à l'heure, ennuyeux. Trois caractéristiques du monde, selon Schopenhauer. Le monde est absurde, au sens où je viens de le dire, ni sens ni explication, ni rationalité, mais en plus, il est un monde de souffrance, un océan de souffrance. On meurt, les gens qu'on aime meurent, la vie est séparation permanente, si je puis dire, et en plus un océan d'ennui, de longues plages d'ennui entre deux souffrances. Voilà le monde, et en plus absurde. Alors, voyez l'idée de Schopenhauer, là aussi ne cesse de le dire, de le répéter. Si le monde était absurde, mais qu'il était plein de joie et de bonheur, ça irait. Un monde absurde mais joyeux et plein de bonheur, bon, je prends. S'il était malheureux, plein de souffrance et d'ennui, mais que ça avait du sens, comme par exemple dans le christianisme, on souffre ici-bas, mais ça ira mieux après, comme chacun sait, alors on peut prendre aussi. Mais là, on a un monde qui est à la fois dénué de sens, douloureux et ennuyeux. Donc du coup, il n'y a rien pour le rattraper. Et donc, vous voyez, quand on arrive là, on se dit, mais alors, comment il va fonder là-dessus une philosophie du bonheur? C'est pas gagné, a priori. Et donc, si on s'arrête là, on dit, voilà, Sioran, disciple de Schopenhauer, et ça marche parfaitement. Non. Alors, d'abord, dans un premier temps, voyons, avant d'entrer dans l'art du bonheur, voyons comment Schopenhauer argumente, et c'est là que c'est vraiment puissant, l'idée que le monde est absurde. Parce qu'il va démontrer pourquoi il est rationnel que le monde soit irrationnel. Et donc il va démontrer rationnellement l'absurdité du monde, et je crois de manière tout à fait convaincante, en reprenant d'ailleurs une argumentation à la fois de Hume, mais surtout de Kant,
que je vais vous donner dans un instant. Pourquoi? Eh bien parce que l'idée dont part Schopenhauer, qui est, je crois, tout à fait juste, c'est que les sciences, la physique, la biologie, sont capables de fournir des explications rationnelles tout à fait convaincantes. Par exemple, quand Claude Bernard découvre la fonction glycogénique du foie, toujours pour prendre ce même exemple, il a raison. Il a bien trouvé que c'est le foie qui, dans nos organismes, fabrique du sucre. Et donc, l'explication de la présence du sucre dans le sang par Claude Bernard est une explication qui est tout à fait convaincante et qui est tout à fait juste, et que Schopenhauer ne songe pas à remettre en cause. Mais, les vraies sciences, c'est-à-dire les sciences positives, encore une fois la physique, la biologie, la chimie par exemple, eh bien les vraies sciences, comme vous le savez, elles ne sont jamais que partielles. Aucune science n'est totale, aucune science n'est achevée. Le vrai scientifique, c'est celui qui sait que le travail de la science se poursuit à l'infini. Aucun scientifique ne prétend être omniscient, que je sache. Aucun scientifique ne prétend avoir un entendement divin, être à la place de Dieu qui sait tout. La science est un processus infini, on cherche toujours. Prenez l'exemple de l'histoire, vous cherchez les causes de la guerre de 40, vous allez les trouver, que sais-je, je ne sais pas, dans la rédaction du traité de Versailles, mais quelles sont les causes de la guerre de 14, et puis vous remontrez quelles sont les causes de la guerre de 70, et puis avant de la guerre de Crimée, etc. Bon, les guerres de Hollande sous Louis XIV, mais aucun historien ne pourra dire je m'arrête là, j'ai trouvé la cause de tout le développement de l'histoire. Il y a toujours une cause de la cause de la cause de la cause. Et jamais, évidemment, on ne parvient à un fondement ultime. Voilà pourquoi Schopenhauer en conclut que toutes les explications scientifiques, même les plus puissantes, même les plus justes, finissent toujours par se perdre dans les sables. De telle sorte qu'au final, il n'y a aucune explication parfaite, aucune explication complète. Donc on tombe toujours dans l'inconnu, on tombe toujours dans le non fondé, dans l'inexplicable, bref, dans le mystère, justement, et notamment dans le mystère du monde. Quelle est l'argumentation sur laquelle s'appuie Schopenhauer? En vérité, il y en a deux. Il y en a une qui vient de Hume et une autre qui vient de Kant. Alors je vous les indique très brièvement, mais elles sont assez faciles, je crois, à comprendre. Dans la tradition empiriste, et elle est poussée à son apogée, à son sommet par David Hume au XVIIIe siècle, dans la tradition empiriste, on développe l'idée que la science procède par observation. On est empirique, on est empiriste. Et donc la science procède par observation. Par exemple, j'ai observé 100 fois que l'eau, quand je la mets à chauffer sur ma gazinière, au bout d'un certain temps, elle se met à bouillir. Si je mets un thermomètre dedans, je verrai qu'en gros, ça bout autour de 100 degrés. Hein, bon, ça dépend de l'altitude, mais enfin, globalement, ça bout autour de 100 degrés. Et donc, comme j'ai observé ça 50 fois, 60 fois, 100 fois, 1000 fois, que sais-je encore, eh bien, j'en déduirais que l'eau bout à 100 degrés. Je vais tirer d'une série d'observations une loi générale. L'eau bout à 100 degrés. Bon. C'est ce qu'on appelle le raisonnement par induction. J'induis des observations répétées, une loi générale. L'eau bout, en gros, disons, à 100 degrés. Je laisse de côté les variations d'altitude. Bon, liées à la pression atmosphérique. Mais en gros, voilà, j'ai observé ça. Et alors, ce que dit Hume, évidemment, et c'est ça qui fonde le scepticisme de Hume, tous les grands empiristes sont des sceptiques. Ils ne croient pas qu'il y ait de vérité absolue. Pourquoi? Eh bien parce que ce que dit Hume, c'est que si on fonde la science, et on ne peut pas faire autrement à ses yeux, il n'y a pas moyen de faire autrement, si on fonde la science uniquement sur les raisonnements par induction, c'est-à-dire sur l'observation, alors, sur une série d'observations, alors évidemment, la science n'est qu'une croyance parmi d'autres. Hein, la ménagère qui va mettre son... ou le ménager, soyons féministes, qui met son eau à bouillir, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il croit que ça va bouillir, mais c'est une croyance, il ne sait pas pourquoi, ou elle ne sait pas pourquoi. On croit que ça va bouillir, on sait que ça va bouillir en vérité, mais comme on ne sait pas pourquoi, si on demande vraiment l'explication, si on procède uniquement par raisonnement inductif, c'est une croyance. Évidemment, Hume s'amusait en plein XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, où on est dans le scientisme naissant, à comparer la science à une croyance religieuse parmi d'autres. Je crois que ça va bouillir, j'attends que ça boue, mais la vérité c'est que je n'en sais rien, c'est juste une croyance qui est née de la répétition des observations, d'où le fait qu'il assimilait la science à une croyance comme n'importe quelle autre,
Et du coup, il était évidemment sceptique, puisqu'il disait c'est pas une vérité absolue, c'est une croyance. Le raisonnement de Kant sur lequel Schopenhauer s'appuie, en fait davantage que sur celui de Hume, c'est le fameux raisonnement qui est développé dans la critique de la raison pure, dans un passage de la critique de la raison pure, donc dès 1781, qui s'appelle la troisième antinomie. C'est à la fin de la critique de la raison pure, dans la dialectique transcendantale, c'est à l'analyse des raisonnements sophistiques, des raisonnements qui ont une apparence de vérité mais qui sont des sophismes. Et donc Kant analyse un certain nombre de contradictions sophistiques dont il est impossible de sortir, en l'occurrence celles qui touchent à la causalité. Et que dit Kant? Il dit ceci, c'est la troisième antinomie. Antinomie, c'est donc une contradiction entre deux thèses, qui sont toutes les deux défendables, mais qui sont parfaitement contradictoires, ce qui fait que c'est comme un oursin philosophique, on ne sait pas comment l'attraper. Et donc les deux thèses sont les suivantes. Si j'applique le principe de causalité en tant que scientifique, par exemple historien, eh bien je vais chercher la cause de tel ou tel événement, et puis comme je vous le disais tout à l'heure, je vais rechercher la cause de la cause, et puis la cause de la cause de la cause, et puis la cause de la cause de la cause de la cause. Bon, j'arrête là parce qu'on y serait encore demain. C'est sans fin, c'est un processus infini. Et vous voyez bien que ça ne s'arrête jamais. Par définition, je continue le régressus à l'infini. Et je cherche toujours, dans le passé, une cause des événements pour essayer de faire un nexus continu. Mais il n'y a aucune raison pour que je m'arrête quelque part. Ça remonte à la nuit des temps. Et puis ça se perd dans les sables à nouveau. Et dans ce cas-là, aucun événement, vous voyez bien l'idée de l'absurdité du monde, aucun événement n'est jamais vraiment expliqué. C'est-à-dire qu'on n'a jamais une explication ultime. Et donc, toute explication se perd dans les sables, vous voyez? Ou bien je décide, comme fait par exemple Leibniz, d'arrêter l'explication en posant une cause première. Par exemple, je pose Dieu comme cause du monde. Je dis, voilà, il faut bien qu'il y ait une cause du monde, sinon le monde n'existerait pas. Donc je pose une cause première qui est Dieu, mais cette cause elle-même est sans cause, et donc ça contredit le principe de causalité. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Et donc, dans un cas comme dans l'autre, la science se perd toujours dans les sables. On n'arrive jamais à une explication complète, on n'arrive jamais à une fondation ultime. Et donc, vous voyez, l'idée de Schopenhauer, c'est ça qui est très fort. La rationalité la plus claire repose sur du vent, repose sur du sable. C'est toujours l'absurde, le Ungrund, dit-il en allemand, le sans-fond, le non-fond, qui est derrière tous les fondements, toutes les causalités, toutes les explications. Il y a toujours derrière, in fine, de l'absurde total. Il y a toujours une explication qui se perd dans les sables. Et vous voyez comment on peut montrer que le principe de causalité est intrinsèquement contradictoire. Soit la série est infinie, donc on n'a jamais une explication qui tient la route, complète, soit on pose une cause première, mais la cause première contredit le principe de causalité, puisque c'est une cause qui n'a pas de cause. Donc, ou qui est cause de soi, mais là, ça fait hurler de rire aussi bien Schopenhauer que Nietzsche. Nietzsche comparait l'idée de cause de soi, telle que Spinoza la défend dans l'Éthique, au baron de Munchausen, qui, vous vous souvenez, est pris avec son cheval dans les sables d'un marais, et qui se tire du marais en se prenant par les cheveux. C'est ça, la cause de soi, dit Nietzsche à propos de Spinoza et de l'idée d'un Dieu qui serait cause de soi. Donc, vous voyez, c'est ça l'idée. C'est pas du tout... Vous voyez, c'est ça qui est très fort, c'est beaucoup plus fort que Hume en un sens. C'est l'idée non pas de dire la science ne parvient pas à des vérités, il ne s'agit pas de contester la rationalité scientifique. C'est pas ça que fait Schopenhauer. Il ne dit pas la science est fausse. Il ne dit pas comme les sophistes, la science se trompe tout le temps, ou on ne sait pas ce qui est vrai. Je ne sais pas, débat sur le réchauffement climatique, on ne sait pas qui a raison. Non, pas du tout. Il dit oui, il y a bien des vraies explications scientifiques parfaites. Le problème, c'est qu'elles reposent toujours sur du sable. À un moment ou à un autre, il y a du vent dessous. Il n'y a plus rien. On est dans le vide. Hein, on ne parvient jamais à une cause première ou à un fondement ultime. Alors, ça c'est le premier point. Et donc, le monde est absurde parce que les explications les plus sublimes de la science reposent sur du vent. Et même chose du côté du sens. Et là, c'est aussi très fort et très juste, je crois. Je trouve que l'argumentation est implacable. Je disais tout à l'heure, je me lève de mon bureau pour aller acheter des cigarettes au tabac du coin, je mets mon manteau, je prends mon portefeuille, je descends l'escalier, je ferme la porte, etc. Tout ça est parfaitement sensé. Si vous me demandez pourquoi je fais ça, je peux répondre. Mais si vous me demandez pourquoi, comme les enfants,
et que vous me demandez par exemple pourquoi je fume, ben, ça me fait plaisir, pourquoi ça te fait plaisir, etc., etc. Le pourquoi des enfants qui fait que les parents finissent par leur foutre une paire de claques, ou disent va te coucher ou parce que c'est comme ça. Bon, eh bien, justement, c'est ça. Schopenhauer dit que l'enfant a raison contre les parents. Parce que pourquoi, c'est comme la question de la cause. Du côté de la finalité, du côté du sens, la question est sans fin. Autrement dit, de même qu'on ne trouve jamais la cause première, on ne trouve jamais le sens du sens. C'est ça que Schopenhauer veut dire. Donc dans le monde de la représentation, tout est clair, tout est explicable et tout est sensé. Mais dès qu'on regarde en dessous, l'explicable repose sur du vent et le sensé se perd lui aussi dans les nuages. On ne trouve jamais le sens du sens, on ne trouve jamais la cause de la cause. Et donc, vous voyez en quel sens le monde est absurde. Et donc, encore une fois, j'y insiste, vous voyez que c'est un scepticisme qui n'est pas du tout anti-scientifique. La science fonctionne parfaitement. Il ne s'agit pas du tout de contester le travail scientifique, il s'agit de dire que ça repose, encore une fois, sur du sable, in fine. De la même manière, du côté du sens. On ne trouve jamais la cause de la cause, on ne trouve jamais le sens du sens. Et donc, les significations ultimes nous échappent, comme les causalités ultimes nous échappent, et voilà pourquoi le monde est absurde au moment même où il paraît le plus clair, au moment même où on est dans la conscience la plus rationnelle qui soit. Il est rationnel qu'il y ait de l'irrationnel. Derrière la rationalité, il y a le mystère insondable. De là, la différence que Schopenhauer fait entre deux types d'étonnement. Cette différence sera reprise aussi bien par Sartre, c'est l'idée de nausée chez Sartre, chez Camus l'idée d'absurde, chez Heidegger l'idée d'angoisse. Vous trouvez ça par exemple dans Qu'est-ce que la métaphysique, dans la traduction, question 1, Qu'est-ce que la métaphysique à Heidegger, vous trouvez un passage qui est tout à fait intégralement calqué sur Schopenhauer, c'est dans les pages 53 à 56 pour ceux que ça intéresse, pour retrouver plus facilement. Il y a tout un passage sur la joie, sur l'ennui et sur l'angoisse. C'est calqué de Schopenhauer. Eh bien, que dit Schopenhauer? C'est qu'il y a deux types d'étonnement. Il y a l'étonnement scientifique et l'étonnement philosophique. Et l'étonnement philosophique, encore une fois, vous retrouverez ça dans toute la tradition phénoménologique existentialiste, chez Sartre comme chez Heidegger. Quelle est l'idée? L'idée, là aussi, est très forte, elle est très juste, à nouveau, moi je trouve que c'est très convaincant. C'est que l'étonnement scientifique, il porte sur le fonctionnement des choses qui sont dans le monde. C'est un étonnement intramonde. Par exemple, changeons pas d'exemple, pas la peine, ça complique les choses pour rien. Quand Claude Bernard constate qu'il y a du sucre dans le sang de ses lapins, il se demande d'où vient le sucre. Est-ce que le sucre vient des carottes ou est-ce que le sucre vient d'un organe à l'intérieur du corps qui en l'occurrence est le foie, ce qu'il va découvrir. Fonction glycogénique du foie. Bon. Et donc on part d'un phénomène, d'un effet, et on cherche la cause. Bon. Et donc l'étonnement, en effet, il porte sur des choses du monde, sur des objets, sur des êtres, Heidegger appelle ça des étangs qui sont dans le monde, des choses, des objets. Comment ça fonctionne? Je suis très surpris qu'il y ait une éclipse, je suis très surpris qu'il y ait un tsunami, je suis très surpris qu'il y ait des tempêtes à répétition en France. D'où ça vient? Est-ce que c'est lié au réchauffement climatique? Je vais essayer de trouver la cause. Et donc je suis étonné par des phénomènes qui sont dans le monde. Ça, c'est l'étonnement scientifique. Et j'en cherche la cause. D'accord? L'étonnement philosophique est totalement différent. L'étonnement philosophique, il porte sur l'être même du monde. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Autrement dit, Claude Bernard se demande comment fonctionnent ces lapins, comment ça marche à l'intérieur du lapin. L'étonnement philosophique, c'est pourquoi des lapins? C'est pas la même question. Pourquoi le il y a du monde? Pourquoi le fait même de l'être du monde? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et généralement, la théologie classique efface immédiatement le mystère du monde en répondant par une cause première qui est Dieu. Il y a du monde parce que Dieu l'a créé. Et là, on est tranquille, ça s'arrête. Mais si vous ne répondez pas par une cause première qui est Dieu, et si vous êtes justement dans ce sentiment d'absurdité du monde, démontré comme je viens de le faire, alors l'étonnement subsiste, le mystère du monde subsiste. C'est exactement ce que Heidegger appelle l'être, par opposition à l'étant. L'être, c'est le mystère même du il y a quelque chose plutôt que rien. Prenez, excusez-moi, j'ai pas de tableau, parce que si vous mettez la phrase sur votre feuille de papier, ce sera plus facile. Mettez pourquoi y a-t-il quelque chose
plutôt que rien, et décortiquer les 4 membres de la phrase. Et là, vous aurez pratiquement tout Heidegger, juste dans cette phrase-là. Pourquoi? C'est la question de la causalité. Hein, c'est la question de la science et de la métaphysique. On cherche une cause, si possible une cause première. Ça, c'est la question qui cherche à évacuer le mystère. Il y a un mystère et on cherche à l'évacuer en trouvant une cause. D'accord? Tout le travail de la science, tout le travail de la métaphysique, c'est un travail qui vise à éradiquer le mystère dans le monde. Pourquoi? Y a-t-il? Le il y a, c'est le fait même qu'il y ait des lapins, qu'il y ait des arbres, qu'il y ait des humains, qu'il y ait des tables, qu'il y ait un monde. Le il y a, c'est ce que Heidegger appelle l'être. C'est-à-dire le mystère de l'être, le mystère du fait qu'il y ait un monde. Bon, pourquoi y a-t-il? Et puis après, vous avez troisième élément, quelque chose. Quelque chose, c'est ce que Heidegger appelle l'étant. Et c'est ce qui intéresse le scientifique. Quelque chose, l'étant, il est intramondain. Ce sont les objets qui sont dans le monde. Et le scientifique va s'intéresser au fonctionnement de ces objets qui sont dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du ventre des lapins pour produire du sucre? Comment fonctionne un organisme? Comment fonctionne telle ou telle, une société, sociologie, un organisme vivant, biologie, etc. Et donc le quelque chose, c'est ce que Heidegger appelle l'étant, par opposition à l'être. L'être, c'est le fait qu'il y ait des étangs. C'est pas la même chose que l'étant lui-même. Vous voyez bien qu'il y a une différence. Cette différence, c'est ce que Heidegger appelle la différence ontologique. Il y a la différence entre les étangs qui sont là, il y a une table, un micro, des chaises, et le fait même qu'il y ait un monde, des étangs qui sont là. Et donc l'étang n'est pas la même chose que le fait qu'il y ait des étangs. Vous voyez, c'est pas la même question. Donc l'objet n'est pas la même chose que le fait qu'il y ait des objets. Vous voyez. Et donc l'étonnement philosophique, il porte sur le il y a, sur le mystère du il y a, sur le mystère même du monde. Non pas sur le fonctionnement du lapin, mais pourquoi y a-t-il des lapins? Ça, c'est très curieux. Pourquoi y a-t-il un monde? Vous voyez la différence? Et cette différence, donc, que Heidegger appelle la différence ontologique, c'est la différence entre l'être et l'étant, entre le fait qu'il y ait des choses et les choses, pour parler dans un langage plus simple. Et c'est ça que, que Schopenhauer appelle l'étonnement philosophique. L'étonnement philosophique, il porte sur la question de l'être, du monde. Sur la question pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, question à laquelle la théologie essaye immédiatement de répondre pour évacuer le mystère. Heidegger écrit par exemple cette formule, l'être, rien d'étant, une question. Vous voyez, c'est très clair. L'être n'est rien d'étant. C'est le fait qu'il y ait des étangs, c'est pas la même chose. Et donc une question, c'est un mystère. Si vous n'êtes pas dans la théologie, si vous n'expliquez pas le fait du monde par un Dieu, alors le monde est mystérieux. Et ça, c'est l'étonnement philosophique. C'est ce que Sartre appelle la nausée, hein, c'est la même idée. La nausée, c'est le sentiment chez Sartre. Alors c'est ce que Heidegger appelle l'angoisse. L'angoisse, c'est le sentiment de la contingence du monde. Le fait que le monde pourrait ne pas exister. Si on n'y répond pas par un Dieu à la question pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, alors le monde apparaît comme contingent. Il pourrait ne pas être, c'est ça que ça veut dire contingent. Il pourrait ne pas exister. Et donc il devient un objet d'angoisse, ou chez Sartre de nausée. Or Sartre évidemment a lu Heidegger, il copie Heidegger bien sûr. Et donc voilà par exemple comment Sartre définit la nausée. Tout est gratuit, ce jardin, cette ville et moi-même. Gratuit, ça veut dire contingent simplement. Rien n'est nécessaire, je pourrais ne pas être là. Hein. Donc tout est gratuit, ce jardin, cette ville et moi-même. Quand il arrive qu'on s'en rende compte, ça c'est l'étonnement, l'angoisse de Heidegger, ou l'étonnement de Schopenhauer, quand il arrive qu'on s'en rende compte, ça vous tourne le cœur et tout se met à flotter. Voilà la nausée. Hein, c'est ça. Nausée, étonnement, angoisse, 3 concepts absolument équivalents chez Heidegger, chez Sartre et chez Schopenhauer. Alors, on a montré pourquoi le monde était absurde au sens où il n'y a jamais de cause ultime, d'explication complète. On a montré pourquoi le monde était absurde en un deuxième sens, parce qu'il n'y a jamais de sens ultime. Pourquoi je fais ci, je fais ça, ça se perd dans les sables, là aussi, ou plutôt dans les nuages. Et puis, troisième démonstration de Schopenhauer, pourquoi souffrance et ennui? Parce que, encore une fois, si le monde était absurde mais qu'il était joyeux, tout va bien. Hein. S'il était malheureux mais qu'il avait du sens,
ça se défend encore. Mais s'il est absurde et en plus douloureux, franchement, pourquoi continuer à vivre, hein? D'où, encore une fois, dans un premier temps, le pessimisme de Schopenhauer. Là, il y a une autre idée qui apparaît, qui est intéressante chez Schopenhauer. C'est une idée qui vient d'Épicure, qui est déjà merveilleusement développée par le grand disciple d'Épicure, par Lucrèce, dans ce qu'on traduisait quand on était petit, d'ailleurs difficile à traduire, le De Rerum Natura, de la nature des choses. Et pour ceux qui ont fait du latin, on traduisait ça, et puis les lettres à Lucilius, généralement, de la nature des choses, le poème de Lucrèce, qui est donc un poème épicurien, hein, puisque Lucrèce est le grand disciple d'Épicure, avec des nuances assez intéressantes avec Épicure, mais je les laisse de côté. Sur le fond philosophique, c'est un disciple, il se présente d'ailleurs comme tel, et on trouve chez Lucrèce et chez Épicure une idée qui est très intéressante, en fait, qui paraît un peu bête au départ, mais qui est beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. Vous savez que dans la philosophie d'Épicure, il y a cette idée, donc épicurien, c'est le contraire de ce qu'on dit, hein. Les épicuriens, c'est le contraire du pourceau qui se vautre dans la consommation, c'est exactement l'inverse. Les épicuriens sont des ascètes. Qu'est-ce que c'est que l'épicurisme? C'est l'idée, alors sur ce point-là, il y a d'autres thèmes, mais celui-là est l'essentiel, c'est l'idée qu'il y a 3 types de désirs dans l'existence humaine. Il y a des désirs naturels et nécessaires. Le modèle, c'est la soif ou la faim. Si vous ne mangez pas, si vous ne buvez pas, vous mourrez assez vite. C'est donc à la fois naturel, c'est la part animale de nous-mêmes, c'est organique, et en même temps c'est totalement nécessaire, sinon vous mourrez. Donc la faim et la soif, voilà le modèle des désirs à la fois naturels et nécessaires. Vous avez une deuxième catégorie de désirs qui sont les désirs naturels et non nécessaires. L'exemple, c'est la sexualité. On peut vivre sans sexe, à mon avis assez mal, mais chacun a ses mœurs, en tout cas, c'est pas vital. Vous pouvez vivre sans faire l'amour, c'est pas à proprement parler vital, donc c'est naturel mais pas nécessaire. Et puis vous avez des désirs qui sont non naturels et non nécessaires. Et ces désirs qui sont non naturels et non nécessaires, c'est par exemple tout ce qui relève de ce qu'on appellerait le consumérisme aujourd'hui. Hein, c'est tout ce qui est, comment dire, par exemple, de l'ordre des vanités, la richesse, tout ce qui est de l'ordre du luxe, par exemple. Et c'est exactement ce que Pascal appellera le divertissement. Et pourquoi Épicure condamne la logique de la consommation? Les enfants qui, à Noël, croulent sous les cadeaux, et 48 heures après, les cadeaux sont dans un coin de la pièce, serviront plus jamais à rien. Donc cette espèce de folie de la consommation dans laquelle, d'ailleurs, nous sommes évidemment tous plongés aujourd'hui. Mais pourquoi il est contre cette folie de la consommation, de ce divertissement permanent? Eh bien parce que ce divertissement permanent, c'est exactement ce que Heidegger appellera l'ennui, c'est-à-dire un monde dans lequel rien ne sert à rien, ou plutôt tout sert à autre chose. Là aussi, dans une espèce de régressus ou de progressus infini. On consomme, on achète, et puis il faut toujours quelque chose de plus. Si vous êtes milliardaire et que vous achetez un bateau de 20 mètres, il vous faut immédiatement un bateau de 30 mètres, et puis de 50 mètres, et puis de 80 mètres, et puis de 100 mètres. Etc. Ça ne s'arrête pas. Il y a toujours plus gros, plus riche, plus luxueux. Le monde du luxe, notamment, est un monde, c'est sans fin. Hein. Pour ceux qui s'intéressent par exemple aux montres, moi j'étais quand même fasciné de voir qu'il y a maintenant des montres qui se vendent jusqu'à 4 millions d'euros par exemple, et donc c'est sans limite. Hein. Les montres de Richard Mille par exemple, le petit Nadal en a une, avec laquelle il joue toujours à Roland-Garros, eh bien sont des montres, alors on est très très moche, mais bon je n'ose pas le dire parce que c'est quelqu'un de très gentil, et par ailleurs il organise le Monde Classique où j'ai la bêtise d'aller parfois, je ne vais pas me fâcher avec lui, mais je les trouve très moches ces montres, mais elles valent 500-600 000 euros. Alors c'est des morceaux de plastique de téflon, bon, enfin peu importe. Mais c'est pour dire que c'est sans fin, c'est assez fascinant, parce qu'au fond, elle ne donne pas mieux l'heure que la mienne, donc il vaut quand même beaucoup moins cher. Mais c'est juste pour dire qu'on rentre dans un processus qui est sans fin lui aussi, vous voyez ce que je veux dire? Et alors pourquoi c'est pas bien? Parce qu'on pourrait dire, après tout, on s'en fout, si on a de l'argent, on continue à consommer, pourquoi après tout condamner celui qui achète une montre à 2 millions d'euros, que ça peut faire si ça l'amuse et si ça lui fait plaisir? C'est pas ça, c'est que ça modifie le rapport au temps. C'est ça qui est le problème que pose Épicure. C'est pour ça que je vous parle des montres, évidemment, c'est pas pour rien. C'est que ça modifie le rapport au temps parce que le sage, c'est celui qui parvient
comme vous le savez, chez les épicuriens comme chez les stoïciens, malgré tous leurs désaccords entre eux. Immense désaccord par ailleurs sur la cosmologie, mais néanmoins, accord comme tous les Grecs sur ce point-là, le sage est celui qui parvient à se défaire de ces deux fléaux que sont le passé et le futur. Le sage est celui qui parvient à s'arracher à la nostalgie, mais aussi au regret, au remords, aux culpabilités, à tout ce qui, dans le passé, nous tire en arrière. C'est celui qui parvient aussi à s'arracher au mirage de l'espérance et de l'avenir, de l'espoir, du futur, ça ira mieux après. Le sage est celui qui, s'étant arraché au mirage du passé et du futur, est capable d'habiter le présent. Et le monde du divertissement, le monde du consumérisme, nous empêche d'habiter le présent. Et ça, c'est la mort même. On rentre dans une logique sans fin, mortelle, à proprement parler. Et donc, si on veut habiter le présent, il faut vivre en accord avec sa nature, c'est-à-dire en accord avec les désirs naturels et nécessaires. Même le deuxième, c'est pas très bon. Voilà, la vie monastique est préférable aux autres formes de vie. Je vous lis un petit texte de Lucrèce, parce qu'en plus il est très beau, c'est mon ami André Comte-Sponville qui l'a traduit, je trouve que la traduction est très belle, et il a très bien, dans un livre très beau, d'ailleurs je vous conseille, il s'appelle Le miel et l'absinthe, où il y a une traduction d'une grande partie du poème de Lucrèce, mais aussi un commentaire très intéressant sur la différence entre Lucrèce et Épicure, c'est remarquablement bien fait. Tel s'est précipité hors sa vaste demeure, lassé d'être chez lui, puis soudain y retourne, ne sentant aucun mieux à s'ennuyer dehors. Il presse le pas, court, harcèle sa monture, comme allant au secours de sa maison en flammes. Le seuil à peine atteint, il se met à bâiller, tombe en un lourd sommeil pour y chercher l'oubli, à moins qu'il ne se hâte à nouveau vers la ville. Chacun cherche à se fuir, personne n'y parvient. Et puis l'on tourne en rond dans le cercle de vivre, où nul plaisir nouveau ne peut plus nous surprendre. Tant que nous n'avons pas l'objet tant convoité, le manque fait son prix. L'avons-nous obtenu, c'est un autre aussitôt que visent nos désirs. Et donc on est dans cette logique, on n'aime pas ce qu'on a, on n'aime jamais que ce qu'on n'a pas, et quand on l'a, on ne l'aime plus et on passe à autre chose, les enfants à Noël. Hein. Et donc ça nous fait sortir de toute capacité d'habiter le présent. Fuite en avant, avec nostalgie lorsqu'on se retourne vers le passé, et avec espérance dès qu'on reprend la fuite en avant. Alors, voilà le système complet. Donc un monde absurde où les causalités se perdent dans les sables, un monde absurde où les significations se perdent dans les nuages, et un monde à la fois ennuyeux, puisque cette course au divertissement et à la consommation devient ennuyeuse, elle est fastidieuse, on n'est jamais rassasié. Comme Don Juan. Don Juan, c'est le même modèle. Il consomme les femmes, mais il n'est jamais heureux, évidemment, parce que chaque fois qu'il en a une, il lui en faut une autre. Donc c'est cette logique de la consommation. Et donc c'est une logique qui devient ennuyeuse, mais c'est aussi une logique qui est douloureuse. Pourquoi elle est douloureuse? Et là, c'est le dernier point, et puis je vais m'arrêter avec ça, mais je vous en dis encore quelques mots, parce que c'est évidemment l'essentiel de l'art du bonheur, qui renverse toute la vapeur et va enfin nous remonter le moral. C'est que il va y avoir trois façons, malgré tout, de se sortir d'affaires. Trois façons de sortir du pessimisme. Alors je les indique très brièvement. La première, c'est la morale. Schopenhauer va développer une morale de la pitié, très proche de celle de Rousseau. Si vous lisez par exemple le discours sur l'origine de l'inégalité, vous verrez que Rousseau dit que à l'état de nature, donc les humains vivent seuls, et qu'ils ont trois caractéristiques, les humains, chez Rousseau, à l'état de nature. Ils ont l'amour de soi. L'amour de soi, c'est l'instinct de conservation, c'est l'embryon de l'intelligence. Ils évitent la maladie, les dangers, les animaux sauvages, c'est l'instinct de conservation, c'est l'amour de soi. C'est pas quelque chose de péjoratif. C'est pas du tout l'amour propre. Ne confondez jamais chez Rousseau amour de soi et amour propre. L'amour propre, c'est la vanité. C'est justement le monde du luxe, de la consommation, du divertissement que je viens d'évoquer. Avec la même critique chez Rousseau que chez Épicure et chez Pascal. Donc la caractéristique de l'humain à l'état de nature, c'est l'amour de soi, donc l'instinct de conservation qui est l'embryon de l'intelligence. Deuxième caractéristique, c'est la pitié.
Quand il voit un animal qui a été piégé, ou un animal qui souffre, qui saigne, qui est en train de mourir, ou un humain, ils se croisent parfois quand même, eh bien, il voit un humain malade ou en train de mourir, il est saisi par la pitié, c'est-à-dire que c'est un sentiment naturel et immédiat, selon Rousseau, et c'est ce que Schopenhauer va lui reprendre, une morale de la pitié, notamment vis-à-vis des animaux. Et puis la troisième caractéristique chez Rousseau, je la laisse de côté, c'est la perfectibilité, ça ne nous intéresse pas ici, c'est-à-dire l'historicité, mais je laisse ça de côté. Mais donc la première sortie, si je puis dire, du pessimisme absolu, elle se fait par la morale de la pitié, et notamment, encore une fois, vis-à-vis des animaux. La deuxième sortie, c'est l'art, évidemment. L'art, c'est la consolation suprême. Ce sera la grande divergence de Nietzsche avec Schopenhauer, c'est que Nietzsche considérera l'art pas du tout comme une consolation de la vie, mais au contraire comme une exaltation de la vie. Il y a là tout un débat entre eux, notamment sur Wagner, mais vraiment, là, c'est la grande divergence entre Nietzsche et Schopenhauer. Pour Schopenhauer, l'art, et notamment la musique, c'est ce qui nous console de l'absurdité de l'existence. L'art est consolation d'abord et avant tout. C'est une fuite. Et Nietzsche, évidemment, déteste cette idée. Pour Nietzsche, encore une fois, l'art n'est pas une consolation de la vie, c'est l'intensification de la vie, ce que Nietzsche appelle le grand style. Je laisse ça de côté, on en parlera quand je vous parlerai de Nietzsche. Et puis le troisième point, c'est le bouddhisme, c'est le nirvana. C'est ce qui nous guérit de la peur de la mort. Et là, il y a 4 idées avec lesquelles je termine. 4 idées qui s'enchaînent. Alors, si vous voulez les retrouver, vous les retrouverez par exemple je vais développer ça avec tous les textes dans mon livre qui s'appelle La Révolution de l'amour. Donc, si ça vous intéresse d'y regarder de près, là, je ne vais pas les développer parce que ce serait trop long. Je vous les indique simplement. La première idée, et celle-là, elle est très très forte, alors pour le coup, et je trouve, là, je suis entièrement d'accord avec lui, mais vraiment, je trouve que ça, c'est remarquable. L'idée, c'est que si nous n'étions pas mortels, jamais nous n'aurions inventé ni la religion ni la philosophie. Et ça, je suis entièrement d'accord avec lui. D'ailleurs, Lucrèce dit la même chose, et je pense qu'ils ont raison tous les deux. L'origine de la religion, l'origine de la philosophie, les deux, elles sont d'ailleurs concurrentes, comme je vous ai toujours dit, c'est évidemment le sentiment de la mort. Les animaux n'inventent pas de religion ou de philosophie parce que probablement ils n'ont pas, ou c'est très confus, de sentiment de la mort. Ils ne sont pas des métaphysiciens, les animaux. L'être humain est un animal métaphysique. Voilà, ce qu'écrit Schopenhauer, ça je trouve ça totalement juste. La mort est proprement le génie inspirateur, le musagète, hein, le génie inspirateur, la muse, si vous voulez, de la philosophie. Et Socrate a pu d'ailleurs la définir comme une préparation à la mort. Hein, que philosopher, c'est apprendre à mourir. Ça vient de Socrate, vous retrouvez ça après, par exemple, chez Montaigne, un poncif de Montaigne, encore un d'ailleurs, il y a beaucoup de poncifs chez Montaigne, mais enfin chacun. Sans la mort, il n'y aurait sans doute pas de philosophie. Cette réflexion, source de l'idée de la mort, nous élève à des opinions métaphysiques, à des vues consolantes. Toujours l'idée de consolation chez Schopenhauer. Vous voyez bien, parce qu'il faut se consoler de cette horreur qu'est la vie, hein, absurde et ennuyeuse et douloureuse. Bon. Sans la mort, il n'y aurait sans doute pas de philosophie. Cette réflexion, la réflexion philosophique, source de l'idée de la mort, nous élève à des opinions métaphysiques, à des vues consolantes, dont le besoin comme la possibilité sont également inconnus des animaux. C'est avant toute chose vers ce but que sont dirigés tous les systèmes religieux et tous les systèmes philosophiques. Tous les systèmes philosophiques visent à la consolation de la mort. Et c'est vrai en plus, il a raison, même chez Spinoza, tout ça est évident. Ce qui diffère, c'est la mesure dans laquelle ils atteignent ce but. Et sans doute, telle religion, telle philosophie rendra l'homme bien plus capable que telle autre de regarder la mort en face d'un œil tranquille. Là, il pense au bouddhisme qui permet de regarder la mort en face beaucoup mieux que le christianisme à ses yeux, qui est une imposture totale, selon lui. C'est la connaissance des choses de la mort et la considération de la douleur et de la misère de la vie qui donne la plus forte impulsion à la pensée philosophique et à l'explication métaphysique du monde. Si notre vie était infinie et sans douleur, il n'arriverait peut-être à personne de se demander pourquoi le monde existe, pourquoi il a précisément telle nature particulière et pas telle autre, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. Ça, c'est le point de départ de l'art du bonheur. Hein. Et donc, la réflexion sur la mort, elle va être à l'origine de la religion et de la philosophie. Et la bonne philosophie, c'est-à-dire la sienne. La bonne religion, c'est-à-dire le bouddhisme. Si on appelle le bouddhisme une religion, eh bien, ce sont la philosophie et la religion qui nous consolent définitivement de la mort. Comment ça marche, cette consolation de la mort? 3 idées. Ça, c'était la base, la première. Les 3 autres, elles viennent là. Première idée directrice.
seul l'individu meurt. L'espèce ne meurt pas. L'espèce, elle survit à l'individu. Les humains meurent en permanence, ça arrive ça, chaque millième de seconde, il y a un humain qui meurt dans le monde, en tout cas chaque, je ne sais pas calculer, mais enfin chaque centième de seconde, il y a un humain qui meurt dans le monde. Schopenhauer compare ça à un clignement d'yeux, simplement, c'est infinitésimal, mais l'espèce humaine ne meurt pas, comme l'espèce des chats ou des lapins ne meurt pas, elle survit à la disparition des individus, c'est ça que ça veut dire. Alors je ne pose pas ici le problème écologique de savoir si l'espèce humaine va survivre ou pas au réchauffement climatique, laissons ça de côté. C'est l'idée que l'espèce survit à la disparition des individus, c'est ça qu'il veut dire. On ne parle pas encore à l'époque de la question. Et du coup, si vous comprenez la chose, il faut bien comprendre ça, c'est très important. L'individu, souvenez-vous, j'y ai insisté tout à l'heure, principium individuationis. L'individu est une pure illusion du monde de la représentation. Ce qui est la vérité, c'est au niveau du vouloir. Et au niveau du vouloir, ce qui est vrai, c'est l'espèce. L'individu est une pure illusion de la conscience représentative. La vérité, encore une fois, c'est que nous appartenons à une communauté de vivants, à la vie en général, nous les petits humains. Et que cette communauté, elle est réelle au niveau du vouloir, dans la partie immergée de l'iceberg. L'illusion que nous sommes des petits individus séparés, c'est l'illusion de la conscience claire, c'est l'illusion du monde comme représentation. De telle sorte que la mort, elle va tuer simplement l'individu, mais l'individu est une pure illusion. Et donc, regardez bien le raisonnement, la mort, elle va donc nous débarrasser de l'illusion de l'individu. C'est ça le bouddhisme de Schopenhauer. La mort nous débarrasse de l'illusion par excellence, de l'illusion de l'ego. Comme dans le bouddhisme, il ne s'agit pas de libérer le moi, il ne s'agit pas de libérer l'ego, il s'agit de se libérer de l'ego, de se libérer du moi, des illusions de l'individualité. Et voilà pourquoi il déteste le christianisme, parce que le christianisme nous promet la résurrection des personnes individuelles. Le bouddhisme, lui, il nous promet qu'on va se débarrasser, grâce à la mort, de l'illusion de l'individualité. Illusion au niveau de la représentation, mais la vérité au niveau du vouloir, c'est précisément la vérité de l'espèce. Voilà pourquoi Schopenhauer écrit la chose suivante. Il n'y a que les têtes étroites et bornées pour redouter sérieusement dans la mort la destruction totale de l'être. Quant aux esprits vraiment privilégiés, les sages, les philosophes comme lui, eh bien, de telles craintes sont bien loin d'eux, parce que le philosophe, le sage, le philosophe qui a réussi à atteindre la sagesse, il sait que si l'individu meurt, rien ne se perd, rien ne se crée pour autant, et qu'au niveau du vouloir, au niveau de l'espèce, rien n'est mort, rien n'a disparu. L'espèce est éternelle. Nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels, dit Spinoza. Eh bien, au niveau du vouloir, au niveau de l'espèce, nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. Et Schopenhauer cite, dans ce contexte-là, la phrase de Spinoza. Nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels au niveau du vouloir, au niveau de l'espèce humaine, c'est au niveau de la communauté des humains. Et donc, non seulement la mort n'est pas, une catastrophe, mais la mort est un bienfait suprême, puisque c'est le seul moyen de se débarrasser de l'illusion suprême qui est l'illusion du moi. Là, je vous lis quelques textes de Schopenhauer. L'espèce, voilà ce qui vit toujours, et dans la conscience de l'immutabilité de l'espèce et de leur identité avec elle, les individus existent confiants et joyeux. Et donc il l'appelle la mort de ses voeux. « J'aspire à la mort », dit-il, parce que c'est le seul moyen de se débarrasser de l'illusion de l'ego, de se déprendre de l'illusion du moi. Voilà, texte incroyable. « Par-dessus tout, la mort est la grande occasion de n'être plus le moi. Heureux alors qui sait en profiter. La mort est le moment de l'affranchissement d'une individualité étroite et uniforme, qui, loin de constituer la substance intime de mon être, en représente bien plutôt comme une sorte d'aberration. Se prendre pour un individu, c'est l'aberration totale. Donc c'est l'individu qui meurt. Mais ce que je suis vraiment, c'est-à-dire un membre de l'espèce, ça c'est éternel. Ça ne meurt pas. Et du coup, la mort n'est rien pour le sage, comme chez les épicuriens, pour d'autres raisons. De là, semble-t-il, cette expression de paix et de calme qui se peint sur le visage de la plupart des morts. Tu parles. Pardon, enfin, moi je ne suis pas du tout Schopenhauerien. Je n'ai pas du tout envie de mourir. Enfin, tout ça me convainc absolument pas. Mais peu importe, ce qui compte, c'est de voir comment ça marche. Bon. En général, la mort de tout homme de bien est douce et tranquille. Tu parles.
Franchement, allez dans un hôpital. Ouais, en général, la mort de tout homme de bien est douce et tranquille. Tout homme de bien, c'est mal traduit, c'est la mort du sage est douce et tranquille. Comme Socrate qui boit la ciguë, c'est ça que ça veut dire. Celui qui a compris qu'en vérité, la seule chose qui va mourir dans la mort, c'est la seule chose qui en moi est purement une aberration illusoire. Donc c'est pas grave, non seulement c'est pas grave, mais c'est une libération. Donc vous allez voir le texte. Mais mourir sans répugnance, mourir volontiers, mourir avec joie est le privilège de l'homme résigné, de celui qui renonce à la volonté de vivre et la renie. La mort est la grande leçon infligée par le cours des choses à la volonté de vivre et plus intimement encore à l'égoïsme. L'égoïsme ici au sens de l'égotisme, il faudrait dire, hein, de l'idéologie de l'ego, l'idéologie de l'individualité. Hein, et plus intimement encore à l'égoïsme qui en est l'élément essentiel. On peut la concevoir comme un châtiment de notre existence, c'est la destruction violente due à l'intrusion d'une force externe, de l'erreur fondamentale de notre être, c'est la grande désillusion. La mort, c'est la déconstruction de l'illusion suprême de l'individualité. Nous sommes au fond quelque chose qui ne devrait pas être, à savoir un individu. Un moi, aussi cessons-nous d'exister comme individus, comme égaux. Et c'est la raison pour laquelle la mort est le bonheur suprême, évidemment. Et donc le sage est celui qui, comme dans le bouddhisme, a vaincu la peur de la mort et qui, par conséquent, accède à la sérénité. Vous voyez comment l'art du bonheur se construit sur un pessimisme absolu en apparence, mais provisoire en réalité. Voilà, moi je ne vais pas développer de critique de Schopenhauer, c'est pas le but de ces leçons, c'est de vous donner les clés pour le lire, de vous donner les moyens de le comprendre. Je ne partage à peu près aucune de ses idées, mais ça n'empêche pas que c'est quand même génial, c'est deux choses différentes, de même que je ne partage aucune, pour le coup, idée de Spinoza, mais c'est quand même un très grand philosophe, ça, c'est pas incompatible. Je vous donne simplement juste une idée pour conclure, juste une idée de divergence possible avec Schopenhauer. Vous avez toute une tradition philosophique qui, à la différence de ce que dit Schopenhauer, ne considère pas du tout l'existence comme douloureuse et ennuyeuse. Indépendamment même de ce qu'on en fait, ou de ce qu'on y fait dans cette existence. Vous trouvez ça chez Rousseau et chez Goethe, par exemple. Pierre Hadot, très grand spécialiste de la philosophie grecque, avait consacré un livre tout à fait passionnant sur cette idée, s'appelait, je crois, Memento Mori, n'oublie pas que tu vas mourir. Je crois que ça s'appelait comme ça, oui. Enfin, vous retrouverez ça très, très facilement dans la liste des ouvrages de Pierre Hadot, mais justement, il explore cette tradition tout à fait opposée à Schopenhauer, notamment celle de Rousseau et de Goethe, selon laquelle, comme dit Rousseau, le simple fait d'exister, le simple fait d'être au monde est une joie. Exactement l'inverse, au fond, de Schopenhauer, indépendamment même de ce qu'on en fait, ou de ce qu'on y fait. Quoi qu'on fasse, le simple fait d'être au monde, d'être en vie, est une joie, et encore une fois, quel que soit... Alors évidemment, c'est une joie si on n'est pas dans un camp de concentration en train de se faire torturer, mais le simple fait d'être, disons, normalement dans des conditions normales au monde, même si on n'est pas spécialement en train de faire quelque chose d'absolument grandiose, encore une fois, indépendamment de ses actions, de ses œuvres, de ses occupations, le fait même d'exister est en soi un plaisir intense. Voilà ce que pense Rousseau, ce que pense Goethe, à l'opposé absolu de ce que pense Schopenhauer. Donc vous avez là, évidemment, une divergence de sentiments du monde qui est, je crois, infra-rationnel, qui ne s'argumente pas et qui, évidemment, dans la tradition de Rousseau et de Goethe, mais on la trouve aussi, évidemment, chez les Grecs, permet de penser tout à fait autrement que Schopenhauer. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci à vous. Si vous avez envie de lire un vrai bon livre sur Schopenhauer, lisez les livres de Clément Rosset. C'est vraiment remarquable. Alors, Clément Rosset, c'est pareil, c'est quelqu'un dont je ne partage à peu près aucune des idées. C'est un spinoziste, deleuzien, nietzschéen, bon, à peu près tout ce que je déteste, mais c'est un type formidable. D'abord, c'est un très grand écrivain, c'est un très grand penseur, avec une très grande profondeur, et ses livres sur Schopenhauer, notamment son petit livre au PUF sur Schopenhauer, un tout petit livre, mais vraiment génial, d'une clarté parfaite, c'est absolument admirable, et je trouve que c'est de loin le meilleur interprète de Schopenhauer. En plus, ça se lit, c'est un vrai bonheur. Voilà. Comme quoi on peut vraiment aimer et admirer des gens dont on ne partage aucune des idées. Question d'auditeur. Vous avez cité à 2-3 reprises le thème du réchauffement climatique. Est-ce que c'est par inadvertance ou est-ce qu'il y a une relation à la finitude du monde ? Non, c'est pour prendre un exemple de débat, comment dire, scientifique particulièrement polémique, parce que j'aime bien cette idée de David Hume. En fait, c'est à Hume que je pensais. Il y a dans un petit essai de David Hume qui est
génial, et qui s'appelle, en français, ça s'appelle, en anglais, c'est Standards of Taste. C'est les critères du goût. Oui, les critères du goût, je crois, c'est traduit. C'est publié chez Vrin. Et vous avez ce petit essai sur le goût, donc sur les critères du goût, dans lequel Hume défend une idée que je crois tout à fait juste et paradoxale, évidemment. C'est que, contrairement à ce qu'on dit bêtement sans réfléchir, il y a beaucoup plus de consensus sur les grandes œuvres d'art que sur les théories scientifiques. Les théories scientifiques donnent lieu en général à des discussions d'une violence inouïe, alors que, passé un certain temps, personne ne conteste le fait que Bach est un grand compositeur ou que Rubens est un grand peintre, etc. Bon. Et donc il prend une série d'exemples pour montrer que paradoxalement, alors qu'on dit à chacun son goût, c'est pas vrai du tout, qu'en vérité, le goût est plein de consensus, ce qu'on appelle les grandes œuvres, justement, elles font l'objet de consensus extrêmement puissants, et que, au contraire, quand on regarde l'histoire des sciences, c'est l'histoire d'un champ de bataille où chaque théorie scientifique se trouve invalidée par celle qui suit, et pratiquement rien ne résiste dans l'histoire des sciences, ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait vrai, mais malgré tout, il y a quelque chose de juste dans l'idée. Alors c'est pour ça que je prenais l'exemple de la querelle climatique, parce que c'est un bon exemple aujourd'hui, à l'intérieur même de l'Académie des sciences, où vous avez d'un côté Courtillot et Allègre, qui défendent l'idée que le réchauffement climatique n'a aucune importance et que c'est une blague inventée par les écologistes, et puis de l'autre côté, des gens qui considèrent aujourd'hui qu'on va à la limite vers des crimes contre l'humanité, et que ceux qui nient le réchauffement climatique sont des négationnistes, au sens où on a nié les chambres à gaz. Bon. Et donc, vous voyez que ça va très loin, on échange des noms d'oiseaux, alors que normalement, au sein de l'Académie des sciences, on s'attendrait à ce que ces vieillards raisonnables se mettent quand même d'accord entre eux sur des sujets qui, après tout, relèvent de la rationalité plus que des noms d'oiseaux. Vous voyez, c'est ça que je voulais dire. Si on considère la philosophie comme une science... Ah non. C'est tout sauf une science, mais allez-y. D'accord. Admettons, je dirais. Est-ce que ça peut reposer sur du sable aussi ? Ah non, mais la philosophie est tout sauf une science. Je ne cesse de dire que la philosophie est comparable à l'histoire de l'art. La philosophie, elle porte sur une question qui est une question tout à fait non scientifique, c'est qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ? Et donc, la philosophie est comparable, elle porte sur trois questions, en vérité. Et la question de j'ai toujours dit la question de la compréhension du monde. Hegel disait la philosophie est l'intelligence de son temps. Ihre Zeit in Gedanken erfasst, pour ceux qui parlent allemand, son temps saisi dans la pensée. Comprendre le temps présent. Pour moi, aujourd'hui, ce sera d'ailleurs la dernière séance avec vous. Le temps présent, c'est la mondialisation. Comprendre la mondialisation, c'est la première tâche de la philosophie. C'est l'essence du présent. Deuxième, c'est le terrain de jeu de l'existence humaine. D'aujourd'hui. Deuxième tâche de la philosophie, c'est pas comprendre le terrain de jeu, c'est comprendre les règles du jeu, c'est la question du juste et de l'injuste, c'est la question de la morale, qui n'est pas une question scientifique. Et la troisième tâche, celle qui est la tâche ultime, c'est quel est le but du jeu ? À quoi jouons-nous ? C'est la question de la vie bonne pour les mortels. Et ça n'est évidemment pas une question scientifique. Et voilà pourquoi vous aurez plusieurs philosophies, plusieurs visions du monde, mais qui sont, comme dans l'histoire de l'art, des visions du monde que vous pouvez encore, même si elles sont passées, habiter aujourd'hui. J'ai des amis qui sont des aristotéliciens, platoniciens. Par exemple, dans le débat entre Kohn et Changeux, puisque je vois que vous vous intéressez aux sciences, Changeux le biologiste et Kohn le mathématicien, Medial Fields, eh bien, Kohn défend intégralement la philosophie platonicienne. Voyez, et donc on peut habiter des mondes anciens parce que les réponses à la question qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels apportées par les anciens, et comme par les modernes d'ailleurs, sont habitables selon la manière dont vous avez envie de vivre votre vie. Et donc j'ai des amis qui vivent dans le monde grec, j'ai des amis chrétiens. Chrétiens, c'est pas récent le christianisme, ça a quand même 2000 ans. J'ai des amis qui sont nietzschéens, j'ai des amis qui sont kantiens, j'ai des amis qui sont épicuriens et spinozistes, comme André Comte-Sponville, d'ailleurs surtout épicurien. Bon. Et donc on peut habiter des mondes anciens. Exactement comme dans l'histoire de l'art, vous pouvez très bien aimer Bach. Mais Bach, c'est pas d'aujourd'hui. En revanche, si vous êtes scientifique, vous ne pouvez pas aimer Descartes. Voilà, parce que tout est faux dans la science de Descartes. À part le principe d'inertie, il ne reste rien. Hein. Et donc, vous ne pouvez pas non plus défendre que la Terre est plate et qu'elle ressemble à une assiette posée sur l'eau. Non, ça ne marche pas. Mais en revanche, vous pouvez très bien dire, dans ma vision du monde à moi, Aristote, ça me va. J'habite Aristote, si je puis dire.
où j'habite Platon, où j'habite Spinoza, etc., ou Kant et les Lumières. Voilà. Et donc la philosophie, en ce sens-là, est beaucoup plus proche de l'histoire de l'art que de l'histoire des sciences. Mais dans l'histoire des sciences, non, on peut démontrer en effet que la physique de Descartes, elle est fausse. Si vous essayez de faire partir une fusée sur la Lune avec Descartes, elle ne franchira pas le seuil de la porte.